On va aller voir ce qui se passe du côté des coulisses du financement des startups. On est dans un contexte un peu particulier puisqu'on vient de vivre une faillite spectaculaire, la Silicon Valley Bank qui met la clé sous la porte d'un coup. Quels sont les impacts pour nous? Est-ce qu'il y a un risque de contagion en Europe? On en parle avec Philippe Rodriguez, associé fondateur d'Avolta, banque d'affaires donc très tech, spécialisée dans la tech, adossée à la banque d'investissement Alantra. Et avec nous aussi à distance Stéphane Cléchat, qui est associé gérant de la Banque d'investissement privée européenne, Cléchat & Co, spécialiste aussi des opérations dans le domaine du numérique et des techs. Et restez avec nous en plateau Dagobert Lévy, vice-président Europe du Sud de Tanium. C'est une entreprise installée dans cet environnement de la Silicon Valley, donc vous êtes le bienvenu pour participer à ce débat. Donc cette faillite de SVB, est-ce que selon vous c'est une bombe à retardement pour l'Europe ? Alors oui et non. Alors oui, sur un plan effectivement probablement de sentiment qui a lieu sur la confiance qu'on peut avoir dans le système bancaire. On a vu qu'il y a eu des répercussions assez rapides, notamment avec Crédit Suisse la semaine dernière. Ouais. D'autres choses qui est lié, c'est un effet domino ? Oui, il y a probablement un effet domino. Ouais, en tous les cas de confiance sur ce marché bancaire qui vit aujourd'hui vraiment des turbulences importantes. On a vu également ce week-end ou vendredi également la Deutsche Bank qui a décroché sur son titre, qui a entraîné derrière effectivement également le décrochage à la fois de la Société Générale mais également de la BNP. Donc on sent en fait qu'il y a un effet domino possible. Et ça, je pense que c'est plutôt un sentiment. Dans la réalité, le système bancaire européen est solide. Et dans la réalité, on peut imaginer en fait que les répercussions ne soient pas tout à fait les mêmes. On est en face de banques régionales américaines, régionales pour dire aussi assez verticalisées finalement. La Silicon Valley Bank a essentiellement comme clients des startups et des fonds d'investissement. Ouais. Donc très verticalisé, très local, également dans un tissu industriel bien particulier. C'est le type de banque d'ailleurs qu'on rêverait d'avoir en Europe, qu'on rêverait oui, bien sûr, d'avoir en Europe. C'est très présente en UK, Silicon Valley Bank. Ils ont été rachetés d'ailleurs la semaine dernière par HSBC, mais très actifs en UK, mais qu'on n'a pas en Europe continentale. Ouais. C'est vrai, il faut le mentionner. Le régulateur américain a pris la bonne décision assez rapidement, finalement, très rapidement, pendant le week-end, de faire tout ce qu'il fallait pour éviter, évidemment, une possible contagion de l'érosion du système bancaire. Stéphane Cléchat, quelle est votre interprétation, vous, de ce qui s'est passé là en Silicon Valley avec la SVB et du risque de contagion en Europe ? Alors, la chute de SVB, c'était avant tout, je pense, la chute d'un grand symbole pour les États-Unis, Silicon Valley, cette banque qui finançait et qui récoltait les capitaux levés par ces sociétés, par ces startups aux États-Unis. Donc, les autorités américaines ont vraiment bien fait, n'avaient pas vraiment le choix non plus de réagir aussi rapidement sur la faillite. Pour garantir déjà que les sociétés locales puissent continuer à payer les salaires le mois suivant. Elles ont également garanti les lignes de crédit qui avaient été données par la banque. Et ça aussi, ça évite la contagion dans le domaine des startups très rapidement. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que au-delà des lignes de crédit qui avaient déjà été délibérées, c'est les suivantes qui vont faire défaut. Et à moins qu'un système alternatif de financement des sociétés locales, des startups américaines, ne se mette en place très rapidement, il va y avoir nécessairement un petit peu de nettoyage qui va être fait dans les sociétés qui n'avaient pas forcément vocation à rester sur pied pendant dans cette période. Et Stéphane, justement, Stéphane, quel est votre regard aujourd'hui sur la situation, la façon dont les startups aujourd'hui vont chercher du financement ? Alors, du côté européen, en tout cas pour les opérations qui étaient en cours avant l'annonce de la faillite de la SVB, nous on voit aucun impact aujourd'hui. Il pourrait y en avoir pour les nouvelles opérations qui vont démarrer très prochainement. Plus en termes de valorisation, de mon point de vue, qu'en termes de levée effective. Par contre, du point de vue
de l'approche déjà qu'on peut percevoir de la part de certains entrepreneurs technologiques, aujourd'hui, on voit peut-être un peu plus de disponibilité également aux adossements qu'il y a quelques semaines et quelques mois. Et ça, je pense que c'est très, très, très positif justement pour la construction et le renforcement de l'écosystème numérique européen. Philippe, en 2022, les startups européennes ont presque doublé leur financement par emprunt. C'est un rapport de GP Bullon qui nous dit ça. Changement profond de la manière dont les startups vont collecter des fonds. Oui, c'est vrai, la dette est devenue un instrument important pour les entreprises de la tech. Alors pourquoi ? Principalement parce que jusqu'à présent, on avait des entreprises qui étaient qui nécessitaient assez peu de capex, comme on dit, en fait, d'infrastructures. Et depuis, en fait, que l'on regarde des sujets comme la deep tech, des sujets aussi comme la transition écologique, dont on a parlé dans cette émission récemment, eh bien, on se rend compte que ces entreprises de technologie qui aident à la transition écologique ont de plus en plus besoin également d'infrastructures qui est finançable par de la dette, à travers notamment des projets de finance. Est-ce que ça pourrait modifier cette pratique-là, ce qui vient de se passer avec la SVB ? Non, je suis assez d'accord avec votre intervenant. Je pense en fait que dans la réalité, il n'y a pas eu de changement de climat réellement. Le changement de climat a eu lieu plus tôt dans l'année. Il a eu plutôt lieu en novembre, décembre. Première chose, les fonds d'investissement, que ce soit en dette ou en capital, n'ont jamais été aussi remplis. On a atteint un point le plus haut, en fait, à la fin de l'année 2022 en Europe. Donc, ils n'ont jamais été autant remplis. Jamais, en fait, ces fonds n'ont levé autant d'argent. Et c'est vrai partout dans le monde. Donc, ce qui est plus compliqué, c'est de faire sortir l'argent aujourd'hui de ces fonds vers les entreprises. Ouais. Donc, l'argent est disponible. Il faut arriver, en fait, à le faire rentrer dans les entreprises. Ce qui rend compliqué, en fait, ce chemin-là, c'est d'une part, vous le mentionniez, effectivement, le changement de typologie d'opérations, des opérations qui avaient lieu en capital, qui peuvent avoir lieu maintenant en capital ou en dette. Et d'autre part, en fait, la convergence sur les prix. Tant qu'on n'est pas d'accord sur le prix, c'est compliqué en fait de mener une opération. Et je pense qu'il faut un certain temps, il faut probablement 12 mois avant en fait que le marché se stabilise autour d'une convergence du prix. La convergence du prix étant la valeur que pense avoir en tête l'entrepreneur et la valeur que pense avoir en tête l'investisseur, et que ces deux prix se rejoignent. Ça prend du temps. Alors, c'est aussi pour ça que je parlais de bombes à retardement. Stéphane, comment vous voyez là se profiler la suite de 2023 ? On observe déjà, c'est une modification dans les termes, donc déjà dans la négociation du point de vue de la valorisation des sociétés, mais également dans la typologie d'instruments qui est utilisée pour les investissements. Jusqu'à maintenant, jusqu'à surtout l'année dernière en particulier, et je suis d'accord également avec M. Rodriguez qui disait que le changement d'approche a commencé déjà ces derniers mois et n'a pas commencé avec la faillite de SVB. Mais ce à quoi ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, c'est surtout des instruments qui étaient un petit peu moins utilisés ces dernières années en fait. On avait des tours de table de full equity ordinaires qui pouvaient être réalisés à des supervalorisations. Aujourd'hui, on a plus tendance à avoir des instruments un peu plus qui protègent un peu plus les investisseurs. Je disais que votre entreprise est nichée tout près de la Silicon Valley. Quelle est l'ambiance en ce moment là-bas ? Que vous disent vos interlocuteurs ? Je pense qu'effectivement, le paradigme qui a changé, c'est que le seuil de critères auquel on va comparer les entreprises, notamment celles de la Silicon Valley, a été remonté d'un cran. Ouais. Je pense qu'effectivement, il n'y avait pas une certaine forme de négligence, mais c'était beaucoup plus ouvert les dernières années. Et aujourd'hui, on vient de remonter le seuil de critères d'un cran. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, à savoir, je pense qu'effectivement, la performance, les données historiques et la trajectoire d'une entreprise doit être regardée. Et je pense qu'effectivement, si on regarde ce qui s'est passé les 3-4 dernières années, il y a beaucoup d'entreprises qui ne correspondaient pas à un certain nombre de critères. Donc le degré d'exigence a été remonté. Je pense qu'effectivement, je ne suis pas sûr que l'ambiance soit si mauvaise que ça aujourd'hui. Il y a toujours effectivement des problèmes à traiter. Il y a toujours beaucoup d'activités.
Donc, je pense que c'est juste que voilà, le shift ou le prisme par lequel on regarde ces entreprises a changé récemment. On parlait de plus en plus de dettes, la capacité de lever de plus en plus de dettes. Et finalement, pourquoi les entreprises de la Silicon Valley et les entreprises de la tech au global ne devraient pas des entreprises normales, entre guillemets, et lèveraient de la dette comme tout le monde? Ouais. Ouais. Alors, Oui. après, si on relève le niveau pour ces entreprises de la tech et de la deep tech en particulier, ça va être encore plus compliqué de faire émerger des nouveaux champions. Parce que ça veut dire que les plus jeunes, les plus débutants sont dans une situation encore plus fragile et Alors, pas vont forcément. avoir du mal à trouver du soutien. Pas forcément. Ce qu'on a analysé, ce qu'on a fait paraître d'ailleurs dans l'étude que nous faisons paraître tous les trimestres chez Avolta sur la valorisation des entreprises, c'est qu'on a compris que l'année dernière, les investisseurs avaient beaucoup plus investi dans les entreprises en amont, donc les plus jeunes entreprises. Ah oui. Ce qui peut paraître paradoxal, en fait, dans cette situation. Mais la réalité, c'est que, puisqu'on traverse, en fait, une crise de valorisation et on traverse quand même une crise financière importante, on imagine, en fait, que les investisseurs préfèrent investir tôt, de façon, en quelque sorte, à enjamber la crise, puisque ne sortiront que dans 6 ou 7 ans. Donc, il est plus facile, aujourd'hui, de faire des investissements tôt, en se disant... On va investir dans cette entreprise, on va sortir dans 6 ou 7 ans, que d'investir tard et de dire on doit faire un profit dans 2 ans. Ça, c'est très compliqué. Et notamment, toujours pour cette question de valorisation aussi, de difficulté à valoriser les entreprises. Ça veut dire que c'est quel type de start-up aujourd'hui dans notre écosystème qui est le plus en difficulté? Je pense en fait que les startups les plus en difficulté, ce sont des startups, non rentables, donc la plupart d'entre elles, Oui. puisque ça peut... quasiment leur définition, et puis des startups en fait dont les métiers sont les métiers d'intégration de technologie, c'est-à-dire plutôt des entreprises qui vont numériser des process existants dans la société. Donc des entreprises qui vont travailler plutôt sur du logiciel de type SaaS, dans lequel on a construit toute une armée en fait d'indicateurs pour expliquer en fait la valorisation des entreprises et qui sont un peu mises à mal aujourd'hui. En tous les cas, ces multiples sont beaucoup descendus. Donc dans lequel il y a des risques d'avoir des difficultés à pouvoir renouveler en fait le financement de ces entreprises. Stéphane, est-ce qu'on a une spécificité en France dans le domaine de l'investissement des startups, en particulier sur le private equity? Alors, la place de la BPI est quand même assez centrale en France. Et je pense que c'est une caractéristique assez particulière. Nous, on travaille beaucoup aussi dans les pays du sud de l'Europe. Et dans ces pays-là, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Et même quand il y en a un, par exemple en Italie, il y a un équivalent, mais la position et la place, la centralité de cette entité n'a rien à voir avec les dimensions françaises. Donc ça, je pense que c'est déjà une très très grosse caractéristique française. On a également, je pense, un autre effet qui est l'effet, en tout cas la perception de vivre dans un grand pays d'un point de vue des dimensions du marché. Ce qui implique en fait que souvent, malheureusement, nous, on a affaire avec des sociétés qui raisonnent d'un point de vue national, qui est un contresens complet, hein, mais ça arrive. Mais encore une fois, je pense que les crises n'arrivent pas toujours pour des mauvaises raisons. Et dans ce cas précis, le manque de liquidité auquel on pourrait faire face dans les prochains mois, de mon point de vue, devrait avoir un effet extrêmement positif pour que le marché puisse finalement se consolider. Il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui pensaient pouvoir tracer leur route de façon totalement indépendante et individuelle. Les marchés étrangers les plus importants nous enseignent que la consolidation, les fusions-acquisitions, même dans les phases préliminaires de développement des sociétés, est absolument fondamentale pour créer un vrai écosystème solide. Alors d'ailleurs, j'avais en plateau la semaine dernière le patron fondateur de ChapVision, qui vise à devenir le Palantir européen, à s'occuper en fait de toutes les données, de l'exploitation des données pour le renseignement régalien, et qui nous dit une des stratégies nous qu'on emploie, c'est la croissance externe, hein, aller chercher à grandir en Europe très vite. Beaucoup de ces entreprises qui ont du mal à se financer utilisent donc le fameux double track, donc je cherche à me financer et en même temps je regarde s'il y a des possibilités d'adossement.
Nous, on conseille beaucoup de clients dans ce domaine. On essaye de les avertir sur le fait aussi que, attention, les sessions ne vont pas se faire tout à fait au même prix qu'elles se faisaient l'année dernière ou l'année d'avant. Donc, il faut prendre soin de ça. Les acquéreurs sont extrêmement vigilants. On conseille aussi pas mal d'acquéreurs en ce moment sur ces stratégies. Et c'est vrai qu'on peut sentir un vent d'opportunité. Favorable en ce moment, non, à ce type d'opération? Écoutez, je pense que c'est favorable parce que je pense qu'en fait que c'est une pratique qu'on a assez peu en Europe, qui est de pouvoir consolider plusieurs entreprises pour en faire une plus grande. Ouais. Et c'est quelque chose dont on manquait. Donc, quelque part, la situation nous y oblige et c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a des secteurs qui reçoivent plus d'argent que d'autres? Oui, à nouveau, je pense que les secteurs qui sont basés en fait sur des technologies et qui sont basés plutôt sur des technologies qui peuvent amener des transitions dans la société, des transitions long terme dans la société, ont plus de chances de recevoir de l'argent aujourd'hui que simplement de l'intégration ou des systèmes de services pour la transformation numérique. Je m'explique. Si vous avez un système aujourd'hui qui permet d'optimiser la création d'hydrogène carboné, vous avez plus de chances de recevoir en fait d'hydrogène décarboné. D'hydrogène décarboné. Vous avez plus de chances en fait de recevoir des fonds que si vous faites une application pour mieux gérer sa trésorerie, par exemple. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les paris qui sont faits par les investisseurs sont des paris plutôt long terme sur des sujets sur lesquels on a un fort impact sur la société. Et ça risque de jouer de façon beaucoup plus forte. Donc, deep tech, cyber, bien sûr, des sujets qui sont des sujets de transition écologique, donc tout ce qui est développement durable, à la fois effectivement décarboner la société, mais également renforcer l'économie circulaire, créer de nouvelles productions d'énergie, l'efficacité énergétique. L'ensemble de ces sujets sont extrêmement bien couverts aujourd'hui, à la fois par des fonds qui sont spécialisés, par des fonds généralistes qui s'y mettent, et on sent qu'il y a beaucoup d'opérations qui ont lieu dans ces domaines. Une conclusion, Stéphane, avant de nous quitter sur l'impact sur le marché? Excusez-moi, j'ai pas entendu la question. Non, je vous demandais si ça avait bien un mot de conclusion, il nous reste quelques secondes. Je vous remercie. En ce qui nous concerne, on voit encore beaucoup de dynamisme sur les levées. On voit du dynamisme de la part également des investisseurs, avec évidemment une modification sur les valorisations et sur les instruments utilisés. Et encore une fois, notre cheval de bataille, c'est vraiment la consolidation des marchés et la création de l'écosystème. Merci beaucoup à tous les deux, Stéphane Cléchat de Cléchat & Co, Philippe Rodriguez d'Avolta. Merci aussi à Dagobert Lévy d'être resté avec nous pour nous partager votre point de vue. Dagobert Lévy de Tanium. On se retrouve juste après la pause. On part un peu dans la nature, s'inspirer, trouver de nouvelles inspirations auprès des roseaux.